ça, c'est bon comme ça. Je parle comme ça, voilà. On n'est pas à l'antenne là. On n'est pas à l'antenne là. Alors, je vais dire court-circuit. Court-circuit. Court-circuit est aujourd'hui consacré à l'État, la philosophie politique. La semaine dernière, nous avions parlé de l'art. Gabriel, est-ce que tu peux enlever la musique? Merci. Voilà. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé de l'art avec Mamadou Ahoy Diallo. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Péréol, qui était venu faire une émission à Radio Espérance consacrée à Michel Serres. Alors, Aurélien Péréol, vous êtes sociologue, vous écrivez dans le journal citoyen Agoravox, vous publiez régulièrement des chroniques sur l'actualité. Donc, oui, enfin, je philosophe, hein, je ne suis pas l'actualité pointilleusement. Je fais des articles sur des livres, sur des pièces de théâtre, sur des films et sur des problèmes de société. D'accord. Donc vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes aussi un homme de théâtre, vous êtes aussi passionné par la philosophie, notamment la philosophie de Michel Serres, comme nous l'avions vu lors de l'émission que vous aviez présentée ici. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de l'État. Alors l'émission donc ne dure pas très très longtemps, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors ce qu'on peut dire d'abord pour commencer, c'est que l'État se distingue de la société. Hein, la société, on pourrait dire tout simplement pour les élèves qui nous écoutent, hein, pour les lycéens ou même pour les étudiants, que la société c'est plutôt un principe horizontal d'association. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, Aurélien. Moi je présenterai simplement que la société c'est plutôt un principe horizontal d'association, une communauté humaine, hein, qui vit sur en général sur un territoire délimité, que cette communauté s'est appropriée lorsqu'il s'agit des sociétés sédentaires, hein, donc à l'exclusion des sociétés nomades, qui ont aussi existé dans l'histoire, mais qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Et puis l'État, par contre, ce serait plutôt un principe vertical d'autorité par rapport à la société, qui viendrait donc là de mettre un ordre, donner un ordre ou imposer un ordre, comme pour mieux structurer la société. Il a existé des sociétés sans État, hein, mais l'État viendrait donc renforcer donc un ordre au sein de cette société, et donc ce serait un facteur de stabilité, comme le dit d'ailleurs l'étymologie, hein. L'État, c'est l'idée d'une stabilité, d'une stabilisation. Oui, alors, effectivement, je ne suis pas d'accord. Hein. Mais très bien. Allez-y, Aurélien. Donc, développez plutôt vous. Alors, vous, comment vous distingueriez société et État Parce que déjà, effectivement, le terme État indique une stabilité. Enfin, mais les programmes politiques ne parlent que de réformes. Quelqu'un ne va pas mandater, de chercher un mandat pour être député ou président ou n'importe quoi, en disant moi je suis l'État, je ne change rien. Et il a toujours plein de réformes à proposer. Alors ça c'est déjà un peu comment dire, une entourloupe. Enfin, on a l'impression, c'est durkheimien, je dirais. Voilà. Si on veut faire un peu de sociologie, c'est une vision plutôt durkheimienne. Donc Durkheim a initié la philosophie en France, on va dire il y a 100 ans, quoi, en 1920, 30. Et il avait cette idée-là, qui doit être un peu platonicienne aussi. C'est-à-dire, il y a de l'État, il y a de l'école, et il y a donc de la police, il y a de la justice, il y a des prisons, il y a un service pour transporter le courrier, et les individus voyagent là-dedans et vivent là-dedans comme ils vivent dans les arbres de la forêt. C'est autre chose qu'eux. Donc moi je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. On fait des hommes politiques et des femmes politiques avec les citoyens, avec la société civile. Donc ce terme de société civile, il me semble qu'il est assez récent, mais ça n'a pas toujours existé, cette idée qu'il y avait l'État et la société civile, bien séparées, deux choses bien séparées. Donc l'État, c'est une administration qui s'occupe des affaires communes. On ne va pas tous balayer devant notre porte, on ne va pas tous goudronner le chemin devant notre porte. Enfin, il me semble que ça commence par là. Et donc on crée des associations multiples pour, à différentes échelles, avoir des gens qui sont mandatés
pour ses affaires communes. Alors donc l'État donc qui s'intéresse donc à la sphère donc en général publique, mais on va discuter de cette question ensemble. Donc les trois grandes fonctions ou les trois grands axes donc de l'État, hein, de la fonction politique, c'est la question du pouvoir à la fois donc législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc on peut dire que l'État eh bien, il est structuré donc par ces trois grandes perspectives. Hein. Donc le pouvoir de faire les lois, hein, le pouvoir de les faire appliquer, et puis le pouvoir de juger donc ceux qui contreviennent donc aux lois. Alors on l'a vu donc avec la période que nous venons de traverser, cette expérience donc de la pandémie mondiale. Donc les États ont été à la fois sollicités parce qu'on avait besoin enfin, la société, les membres de la société avaient besoin de l'action de l'État, hein, pour secourir les individus et pour les orienter aussi dans cette expérience un peu enfin, complètement inédite et qui nous a un peu tous déboussolés. On a besoin de l'État, mais en même temps, on s'énerve aussi contre l'État, contre les défaillances. Donc il y a à la fois donc, une demande d'État et puis des récriminations à l'égard de l'État. Donc il y a quand même un sentiment ambivalent à l'égard de l'État du point de vue du côté de la population. Oui, mais parce que l'État est en nous. Enfin, bon, je fais partie d'un tout petit courant de sociologie qui s'appelle l'analyse institutionnelle, et c'est vraiment un des points fondamentaux. On n'est pas des passants au milieu d'institutions de l'État qui seraient comme les montagnes, comme les pierres, comme les fleuves, et qui seraient là de tout le temps. C'est nous qui le faisons, et évidemment, on n'est pas toujours content de ce qu'on fait. Alors, la théorie des trois pouvoirs, c'est Montesquieu. C'est pas du tout au début de l'État. Il y a eu bien des États avant qu'on ait pensé les choses comme ça. Maintenant, Montesquieu a gagné la partie. Hein. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il y a donc... alors, j'ai fait un petit texte sur Agoravox là-dessus, et je rapporte les trois pouvoirs au temps, à la durée, aux conjugaisons, quoi, au temps. Donc le législatif, c'est le futur, c'est-à-dire à partir de maintenant, quiconque sera dans telle ou telle situation devra faire ci ou ça, aura le droit de faire ci ou ça, ou ne pourra absolument faire ci ou ça. Voilà. C'est donc le futur. À partir de maintenant, les règles changent. L'exécutif, c'est le présent. Il est en charge de s'occuper de ce qui se passe au moment où ça se passe. Et le judiciaire, c'est le passé. C'est-à-dire le judiciaire revient sur des actes commis par des individus, par des citoyens, et dit mais vous aviez la loi et vous ne l'avez pas accomplie, donc il faut réparer. En gros, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. C'est intéressant ces trois temps. Oui, c'est intéressant. Oui, parce que dans toutes les analyses de l'État, justement, et dans la plupart des analyses philosophiques ou sociologiques, il manque toujours la notion du temps. On est toujours dans l'instant. C'est assez intéressant cette perspective, ça nous permet de prendre du recul par rapport à cette priorité au direct, hein, que nous imposent les chaînes, hein, les médias en continu, hein, qui nous passent des informations en boucle. Alors, donc, je l'indique. Après, si je peux dire sur les fonctions régaliennes. Ah oui, oui, voilà. Donc, quand on s'intéresse à l'État et qu'on cherche comment ça a démarré, de quoi c'est fait, on tombe sur cette notion qui s'appelle les fonctions régaliennes. Donc, régaliennes. Alors, on peut entendre ça, hein, dans les informations, et en fait, ça peut passer comme ça, et c'est pas si facile de savoir ce que c'est. Donc, les fonctions régaliennes, donc le mot régalien, c'est lié au roi, ça veut dire à quoi sert le roi, les fonctions du roi. Alors, il y a deux idées dans ces fonctions régaliennes, c'est que on voit historiquement à partir de quoi l'État s'est constitué. Et on voit aussi donc qu'est-ce que c'est que l'État minimal, le moins d'État possible, qu'est-ce que l'État doit absolument faire pour être un État. Donc dans les fonctions régaliennes, il y en a 4. Il y a donc la sécurité extérieure, la défense des frontières, oui. ou les conquêtes, hein, parce qu'il y a des guerres, donc l'armée, la sécurité intérieure, donc la police, et la justice, donc la réparation des dommages
qu'on cause aux autres, les dommages qu'on cause aux autres étant donc évalués par la loi, et la monnaie. Et la monnaie, donc, ces petites pièces, et très rapidement, les rois ont bien vu et bien compris qu'il fallait qu'ils mettent leur tête sur les pièces de monnaie, et que comme ça, tout le monde verrait que c'est eux le roi. Et à une époque où il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, c'est comme ça. Louis XVI, par exemple, qui a voulu s'enfuir, il a, paraît-il, été reconnu parce qu'on connaissait sa tête d'après les pièces de monnaie. Qui était frappé à son effigie avec son après, donc l'État prend en charge beaucoup d'autres choses. Maintenant, on a la technique, l'industrie, le commerce extérieur. Enfin bon, on peut faire beaucoup plus. Et puis tous les régimes sociaux, sécurité sociale, veuvage, retraite, enfin bon, santé. Alors, on voit avec vous, Aurélien, donc les fonctions régaliennes de l'État. Donc 3 fonctions régaliennes, dites-vous. Quatre. La première est dédoublée, la sécurité extérieure, sécurité intérieure, donc ça en fait 2, effectivement. Et puis donc la justice. Normalement, c'est pas les mêmes institutions. Oui, c'est pas les mêmes institutions, effectivement. Donc, normalement, on n'envoie pas l'armée contre le peuple. Je le dis parce que ça se fait. Hein. Ça se fait, effectivement. Ouais. Alors donc. Pour la question de l'État, effectivement, il y a aussi donc dans l'histoire des idées donc de grands adversaires de l'État. Alors on ne va pas traiter cette question-là aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais simplement les évoquer. Il y a des grands adversaires de l'État. Il y a plusieurs courants de pensée qu'on pourrait mettre dans le qualificatif l'anti-étatisme, et ils sont anti-étatistes à différentes mesures. Enfin, pour différentes raisons. Donc, pour certains, l'État comme le droit serait trop favorable aux plus aisés économiquement, aux plus favorisés économiquement, et donc l'État il serait donc au service des plus riches. Hein. Donc ça c'est quand même la thèse défendue donc par en partie le marxisme ou l'extrême gauche. Oui. Et à droite, à l'inverse, du côté d'une droite plutôt libérale, eh bien on a tendance à penser que l'État il est trop du côté des plus modestes, des plus pauvres, et que l'État il est toujours trop social, trop pour aider. Donc il y a des courants anti-étatistes qui se sont mis en place, et donc il y a beaucoup de récriminations et de rancœur à l'égard de l'État. Alors on va pas évoquer cette question-là aujourd'hui, on va plutôt essayer de la dépasser d'emblée et essayer de voir que en fait peut-être que on a l'habitude de parler de l'État au singulier. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler peut-être de 2 formes d'État, de 2 grandes figures étatiques? D'abord, au moins conceptuellement, au moins intellectuellement, au moins distinguer 2 idées, 2 types d'États différents, au moins intellectuellement, et après voir comment ça s'accorde avec les États existants dans le monde. Hein. Dans le monde, il y a à peu près 200 pays, 200 États, hein, plus ou moins, qui sont reconnus par la communauté internationale. Donc déjà, si on essaie de définir l'État à partir de 2 idées différentes, il n'y a pas un État, mais intellectuellement, idéalement, il y a 2 types d'États. Alors là, je me réfère à Aristote dans Les Politiques. Aristote disait qu'il y a soit ce qu'on peut appeler l'État despotique, soit l'État républicain. C'est-à-dire que l'État despotique, c'est un État où ceux qui ont le pouvoir politique l'exercent en vue de favoriser des intérêts privés particuliers, soit ceux qui dirigent le pays, hein, ceux qui sont à la tête de l'État ou d'amis à eux, tandis qu'on pourrait distinguer un autre type d'État, une autre idée de l'État, c'est que l'État serait donc cette puissance publique dont on a parlé tout à l'heure, avec la fonction législative, exécutive et judiciaire, et puis les fonctions régaliennes, rien que vous avez apprécié. Alors, l'État serait donc la République, la chose publique, et c'est plutôt à cette idée-là de l'État que vous vous référiez, je pense, Aurélien. Oui, tout à fait. Eh bien, l'État en tant que république, donc qui s'oppose à l'État despotique, là, c'est un service public. C'est donc ceux qui exercent le pouvoir l'exercent non pas pour satisfaire des intérêts privés, les leurs ou ceux de leurs amis, mais l'exercent pour satisfaire l'intérêt général, le bien commun. Oui, mais alors ça, c'est toute la question, évidemment. Après, qu'est-ce qui se passe après les élections, quand on élit, d'ailleurs, c'est pas toujours le cas,
qu'est-ce qui se passe. Mais sur les critiques de l'État, Marx, du temps de Marx, il n'y avait pas de sécurité sociale. Non seulement il n'y en avait pas, mais c'était pas dans les tuyaux, si je veux dire. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'idée qu'un jour il y en aurait. Peut-être que le premier dépassement de l'État régalien, quoi, minimal, c'est peut-être enfin, je vais parler de la France, donc quand on fait l'école obligatoire, parce que l'éducation n'est pas dans les fonctions de l'école. Mais si on va vers un État où les dirigeants sont élus, il faut que les citoyens soient formés, qu'ils sachent un peu de quoi ça parle et de quoi c'est fait. Et du coup, la question de l'école et de l'éducation devient une question de l'État. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Aurélien. Effectivement, ça me fait penser donc à Jean-Jacques Rousseau, donc le grand auteur du contrat social. Je crois que ça doit être 1762, bon peu importe. Le contrat social, donc l'auteur du contrat social, qui pose aussi donc comme principe cette idée donc de l'idéal démocratique. Alors bon, la démocratie que souhaitait Rousseau, ça aurait dû être une démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens devaient voter les lois directement sans passer par des représentants. Donc il y a une grande critique de la représentation politique chez Rousseau, comme si Rousseau bien pressentait qu'une fois élus, ceux qui allaient être des élus du peuple, pour le peuple, par le peuple, au nom du peuple, eh bien, allaient tourner le dos à leurs promesses de campagne. Donc lui, il voulait que le pouvoir législatif revienne au peuple directement, sans l'intermédiaire de représentants. Donc c'est ça la démocratie pour Rousseau. Après, donc l'exécutif et le judiciaire peuvent être donnés bien sûr à un groupe d'hommes, un groupe d'individus, mais le législatif ne doit pas donner à un groupe d'hommes comme c'est fait dans nos démocraties modernes actuellement. Le problème, c'est qu'on est nombreux et qu'ils se mettent d'accord. C'est terrible. Déjà dans les familles, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai, dans un village, dans un quartier, ça paraît... C'est très compliqué. Alors juste pour continuer en vous écoutant, Aurélien, donc votre propos sur la question de l'école et de l'éducation, effectivement ça faisait penser à Rousseau parce que c'est l'auteur du contrat social, mais c'est aussi l'auteur de l'Émile, ce grand traité de l'éducation, et donc il pense les deux aussi de concert, et c'est ce qui me venait à l'idée donc en vous entendant parler. Alors du coup, par rapport aux quatre fonctions régaliennes de l'État que vous avez indiquées, effectivement, les choses ont aussi un peu pu évoluer, donc on pourrait ajouter donc cette autre fonction régalienne, en tout cas pour l'État, pour la République française, donc l'école et l'éducation, vous l'avez suggéré, bien c'est inscrite aussi, c'est entré dans les fonctions régaliennes. Dans une fonction régalienne, et puis vous avez évoqué aussi la question de la sécurité sociale. On pourrait dire aujourd'hui aussi avec la question de la santé, mais c'est que la santé est aussi devenue une fonction régalienne de l'État. Oui, mais après justement tout évolue tout le temps, c'est-à-dire on avait les soins, donc on estime qu'on a un droit aux soins, et ce droit aux soins il est venu, moi je l'ai vu passer en 90 à peu près, c'est devenu le droit à la santé. Mais on ne peut pas instituer un droit à la santé, on peut instituer un droit aux soins quand on est malade, mais on ne peut pas demander à personne de dire j'ai le droit d'être en bonne santé. Bien sûr, mais ça peut être une prérogative de l'État, donc d'avoir des hôpitaux de qualité pour servir le public. Oui, bien sûr, mais ça veut dire que l'État est bien en nous, et que quand on a un certain niveau de satisfaction, on a envie d'en obtenir un supérieur. Et donc c'est pas un État extérieur à nous qui met de l'argent pour que les choses marchent. Bien sûr, oui. Donc oui, d'ailleurs c'est assez plaisant à voir aussi comment les hommes politiques donc ont tendance à se montrer généreux lorsqu'ils accordent à la société donc certaines ce qui leur semble être des faveurs, etc. Donc c'est ceux qui sont au sommet de l'État ne sont pas les propriétaires de l'État, ils n'en sont que des fonctionnaires, normalement dans l'idéal de la République. Pas des fonctionnaires, des administrateurs. Normalement, l'État, c'est une administration et les élus sont des administrateurs. C'est des administrateurs en chef, mais ça reste des administrateurs comme les fonctionnaires, justement. Voilà, ce sont des serviteurs. Ministre, d'ailleurs, ça veut dire ça. Ministre, c'est serviteur, c'est petit. C'est le contraire de maxime, du maximum, mais tout, c'est minimum. Donc ceux qui sont au sommet de l'État, doivent servir l'État et la société civile
plutôt que se servir de l'État pour leur intérêt personnel. Mais toute la question, enfin, pour moi, c'est toute la question de l'honnêteté du personnel politique, on peut le dire comme ça, c'est qu'il n'y a pas ces deux cas extrêmes. Il n'y a pas des gens parfaitement honnêtes et des gens parfaitement malhonnêtes. J'ai écrit là-dessus, donc sur Agoravox, contre cette idée qu'on a beaucoup en ce moment qu'on aurait un peuple honnête, uni, qui sait bien ce qu'il veut, et puis ils votent et les dirigeants font toute autre chose, ils sont malhonnêtes, et ça, personnellement, je m'oppose à ça. Entre comment dire, ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, les aléas, donc les choses qui arrivent et qui ne sont pas inattendues. Alors là, le Covid, on est servi comme chose pour lesquelles on n'a pas d'antécédents, vraiment. On est vraiment pris de court par cette chose-là, mais enfin, il y en a toujours, même des moins graves, il y en a toujours. Eh bien, il y a toute une gradation. Il n'y a pas quelqu'un qui viendrait et qui proposerait le réel, c'est-à-dire ce qu'il peut vraiment faire, il ne serait pas élu. Quelqu'un qui viendrait et qui dirait, voilà, on est dans telle situation et on peut faire ça, et je vais le faire. Mais tous ceux qui vous disent plus, ils sont dans l'illusion, on ne les lira pas. On lira celui qui dit plus. Ça me paraît profondément humain. Et après, bon, les hommes politiques, moi je pense, enfin pas tous, mais d'une manière générale, ils pensent vraiment que quand ils vont être au pouvoir, ils vont faire ça. Et puis quand ils sont au pouvoir, ils se rendent compte que les États sont tous liés entre eux, les économies sont liées entre elles, la production, les transports. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, là, sur le nombre d'États. 200 à peu près, voilà, dans le monde. vous avez dit reconnus. Donc on a un État quand on est reconnu par une communauté d'États. On n'est pas un État comme ça. C'est un peu pareil pour l'art et les artistes, c'est-à-dire on ne s'autoproclame pas artiste soi-même, donc il y a aussi des reconnaissances, des légitimations sociales. Enfin, Bourdieu le dit très bien aussi. Donc il y a des processus de légitimation qui font qu'il faut être reconnu un peu par ses pairs. Alors juste par rapport à ce que vous évoquiez de la question donc de l'État et des risques de corruption, juste une petite citation de Spinoza pour nos auditeurs. Constituer dans la cité un pouvoir tel qu'il n'y ait plus de place pour la fraude, bien mieux, établir partout des institutions faisant que tous, quelle que soit leur complexion, mettent le droit commun au-dessus de leur avantage privé, c'est là l'œuvre laborieuse à accomplir. Alors effectivement, je crois qu'on en est toujours un peu là. Hein. Donc Spinoza doit... Personnellement, c'est l'illusion absolue. L'idée qu'on va faire des institutions qui font qu'après, on sera tous honnêtes. Je pense vraiment que ça ne peut pas exister. Oui, mais c'est pas ce que dit Spinoza, hein, malgré tout. Voilà, c'est-à-dire que constituer dans la cité donc un pouvoir tel qu'il n'y ait plus de place pour la... Oui, effectivement, si on le prend au pied de la lettre, enfin bon, c'est tendre vers... Après, voilà, la perfection n'existe pas. On est nous-mêmes des êtres finis, limités, faillibles, effectivement. Mais on peut quand même améliorer et lutter contre la corruption. Il y a comme des mesures à prendre pour lutter contre toutes les formes de corruption. Bien sûr. Après, la perfection... Alors donc, on l'a indiqué, on peut distinguer donc en philosophie politique deux types d'États, l'État despote et l'État républicain. On le voit démocratique, il y a un mot qu'on n'emploie pas. Moi, je dis toujours démocratique et républicain. Alors on va venir sur cette question, Aurélien, si vous voulez. Donc je termine juste là-dessus. Donc pour poursuivre la pensée d'Aristote, donc l'État despotique et l'État républicain. L'État despotique, ceux qui gouvernent, ceux qui exercent l'autorité politique, l'exercent en vue d'intérêts privés, satisfaire des intérêts privés. L'État républicain, ce sont ceux qui exercent l'autorité publique en vue de satisfaire l'intérêt général, le bien commun, le bien de tous. Hein. Alors donc c'est cette idée donc qui a été reprise dans la philosophie politique moderne avec l'idéal républicain et par rapport à la République antique, la République moderne se veut en général anti-esclavagiste. Donc c'est vraiment être au service donc du bien commun de l'ensemble de la population, avec comme guide un peu donc l'idéal des droits de l'homme. C'est pas simplement les droits du citoyen qu'il faut satisfaire, mais aussi les droits de chaque homme. Donc c'est la différence avec la République antique qui pouvait être esclavagiste même dans la pensée d'Aristote. Alors du coup, du côté de l'État despotique, on peut dire que le rapport entre l'État et la société
eh bien, il est inverse que par rapport au côté donc, de l'État républicain. Du côté de l'État despotique, on peut dire que l'État se sert de la société pour son confort, pour son avantage, pour ceux qui dirigent. Alors que du côté de l'État républicain, c'est l'État, ou ceux qui sont sous l'État, qui sont au service de la société. Donc le rapport entre l'un et l'autre est inverse, en quelque sorte. Hein. Du côté de l'État despote, c'est l'État se sert de la société pour ses intérêts. Du côté de l'État républicain, c'est l'État qui doit être au service de la société. Alors bien sûr, vous l'avez dit, Aurélien, aucune institution n'est parfaite, et même les républiques qui existent dans le monde, ou qui ont existé ou qui existent aujourd'hui, sont des républiques imparfaites, il faut le dire. Elles sont imparfaites, elles sont fragiles aussi, et elles peuvent connaître des dérives despotiques. C'est-à-dire qu'une fois élus, certains peuvent s'accaparer le pouvoir non plus pour l'intérêt général, mais pour satisfaire des intérêts privés. Donc les républiques existantes, elles sont imparfaites, elles sont faillibles, elles peuvent connaître des dérives despotiques, mais elles sont aussi perfectibles. On peut perfectionner la République. Oui, c'est-à-dire il y a une idée démocratique, moi je vais dire démocratique, oui. qui consiste à penser que l'élu se fait réélire, donc il se fait évaluer par tout le monde, par le peuple, et donc entre son élection et sa réélection ou sa non-réélection, il fait ce qu'il veut. C'est une tendance lourde, et je pense qu'en France, elle est très très lourde en ce moment. Et c'est évidemment pas bon du tout. C'est une forme de despotisme, quoi. Mais on va choisir régulièrement son despote. Alors pour moi, la démocratie, je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée républicaine, parce qu'on parle d'intérêt général, mais on n'est pas sûr qu'il y ait un intérêt général. Et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt général d'une manière globale, enfin, pour tous les sujets. Il peut y en avoir plusieurs qui sont à peu près équivalents, parce qu'on décide dans l'incertitude. Il peut y avoir aucun intérêt général, on ne sait pas quoi faire. Ça peut arriver, suivant évidemment, un même état de démocratie république peut se trouver dans un domaine en situation de ne pas savoir ce qu'il faut faire, dans un autre domaine en ayant 2-3 solutions à peu près équivalentes et qu'il faut bien en choisir une. Voilà. Et cette idée des républicains qu'il y a un intérêt général, qu'on le trouve, qu'on le connaît, et qu'ensuite on prend les décisions qui aboutissent à ce que cet intérêt général soit servi, je pense que c'est un cas assez rare. Ça doit arriver quelquefois, mais c'est un cas assez rare. La plupart du temps, c'est un peu plus compliqué. Il y a des intérêts généraux voilà, qui fonctionneraient pas mal et tout. Et alors, dans l'idée, alors la démocratie, c'est le débat permanent. Enfin, moi, c'est ce à quoi je tiens le plus. C'est-à-dire, on débat sans arrêt de ce qu'on doit faire. Et on a le droit de tout dire, c'est ce qui n'est plus le cas en ce moment. On a le droit de tout dire, et c'est au terme du débat qu'on prend un intérêt général. Et une fois qu'on a pris l'intérêt général, qu'on a dit, ben voilà, la décision, elle est comme ça, tout le monde va de ce côté, on a le droit de continuer à débattre. Et de dire non, mais on peut. Et puis on a le droit de bifurquer. On a commencé à partir de ce côté, on peut bifurquer un petit peu d'un côté ou d'un autre. C'est pas une décision comme ça qui est faite pour l'éternité ou pour un temps très long. On peut engager des solutions et puis en changer, voir qu'elles ne marchent pas bien. Voilà. Moi, je vois ça de façon très dynamique, c'est-à-dire avec le temps. Je pense que le temps qui passe, quoi, c'est vraiment c'est pas assez présent dans toutes les philosophies. On est souvent dans les idées comme ça, donc on va se réunir, on va trouver l'intérêt général, on va trouver des institutions qui font que personne ne pourra tricher, et je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense que sans arrêt, on brasse une matière politique, et que le mieux, enfin ce qui me plaît le plus, c'est que tout le monde puisse le faire. Mais en sachant que, alors évidemment, si on est dans la démocratie, on peut débattre sans arrêt et ne jamais décider. Hein, c'est un peu le danger. Mais il faut pas croire qu'on peut trouver une décision qui va à tout le monde. Et dans l'individualisme de nos sociétés, on a très souvent une idée, alors je la vois moi, dans ce que je dis et j'entends, que l'intérêt général ne gênerait personne.
comme c'est l'intérêt général. Alors que l'intérêt général peut gêner un groupe, peut gêner un individu, et ça, il n'empêche que c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas bon pour tout le monde. Quoi. Alors, j'entends bien ce que vous dites pour réaliser pour nos auditeurs, donc sur les deux questions, les deux points là que vous avez développés. Donc, premièrement, donc comment républicaniser la République. Donc, vous, votre proposition, hein, si je vous entends bien, c'est pas simplement, c'est pas fondamentalement de faire un travail sur les institutions républicaines elles-mêmes, mais c'est plutôt de démocratiser la République. Hein, pour rendre la République peut-être plus efficace, il s'agirait de la démocratiser, hein, donc de favoriser donc le débat d'idées, la confrontation d'idées. Puis le deuxième point, c'est la question donc de l'intérêt général. Effectivement, hein, vous dites, en vous entendant, à ce que j'entends, vous me corrigerez si je me trompe, l'intérêt général, c'est plus une idée, hein, un idéal ou quelque chose d'inaccessible, alors que la politique va exiger des compromis, des compromis, des ajustements, des discussions, du débat, du dialogue, de la démocratie. Moi, mon idée, je vais employer un mot c'est il faut être modeste. Je pense qu'il faut être modeste sur ce qu'on peut faire, sur la connaissance qu'on a de ce qui est bien, de ce qui est vraiment bien, de ce qui est bien pour tout le monde, de ce qui est bien pour une grosse majorité, mais pas tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut être un peu modeste et toujours travailler. Toujours travailler, toujours revisiter, toujours réévaluer, toujours... et pas attendre. Alors, ce que je vois le plus dans les discours politiques, c'est tous ces gens qui pensent qu'ils ont une solution merveilleuse et qui s'indignent que les autres ne la prennent pas. Mais moi, je vois pas ça du tout comme ça. Je pense qu'il faut débattre, prendre une décision, réévaluer, reprendre une décision tout le temps. Il faut toujours passer, disons, de l'unité républicaine. Et de cette idée d'intérêt général qui arrive, hein, que c'est pas réellement une question d'idéal, c'est que ça arrive, mais c'est pas tout le temps, c'est pas pour tous les sujets, c'est pas pour 100 ans, c'est peut-être pour 10 ans, pour 2 ans, voilà, et donc il faut toujours remettre cette décision qui représente l'intérêt général, toujours la remettre dans le débat. Aurélien Périol, merci. Court-circuit aujourd'hui a été consacré donc à la question de l'État. Nous avons dialogué avec Aurélien Périol, qui est donc sociologue, anthropologue. Et merci donc Aurélien de nous avoir accompagnés donc à Court-circuit aujourd'hui, donc pour Radio Espérance à Dakar. Merci de votre attention et bonne fin de journée à l'écoute de 95.2 Radio Espérance.